L'année 1905 est une année particulièrement riche pour Einstein, parce que dans le même numéro de Annals für Physik, il a deux articles qui se suivent. Le premier article concerne l'explication de l'effet photoélectrique. Le deuxième article concerne sa première théorie de la relativité, ce que l'on appelle la relativité restreinte. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous donner tout un cours de relativité, je ne suis pas là pour faire du terrorisme intellectuel, hein, mais je vais vous donner juste les rudiments nécessaires pour pouvoir comprendre la suite du cours. Quel est le fondement, finalement, quel est le postulat d'Einstein dont va découler toute cette relativité restreinte? Son postulat, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide est égale à c, c'est-à-dire 3 10 exposant 8 mètres par seconde, ou encore 300 000 km par seconde, dans tous les repères inertiels. Bien, je vous donne tout de suite l'explication de ceci. Je vais prendre un exemple tout simple. Prenez une voiture de chemin de fer. Vous avez la voiture qui avance, disons, à 30 mètres par seconde par rapport à un observateur qui serait à l'extérieur sur le sol. Et vous, en fait, vous vous promenez dans le couloir, vous êtes ici, vous êtes en train de vous diriger vers la droite, avec une vitesse de 1 mètre par seconde par rapport, bien sûr, à la voiture. Ça veut dire en fait que pour un observateur extérieur, s'il doit donner votre vitesse, il dira que votre vitesse est de 31 mètres par seconde. Bien, je vais faire la même chose avec un petit pointeur laser. Imaginez, je suis au repos, j'ai mon pointeur laser en main, et je sais que la lumière avance avec une vitesse égale à c. Maintenant, en fait, je prends toujours mon laser, mais je marche vers la droite. Donc le laser part vers la droite avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Et j'ai toujours, bien sûr, mon laser qui, normalement, émet donc de la lumière avec une vitesse égale à c par rapport au laser. Donc on serait tenté de dire que maintenant, pour un observateur extérieur, quelqu'un qui est au repos et qui voit la lumière arriver, la lumière va lui arriver à une vitesse qui sera égale à c plus 1 mètre par seconde. Et de la même manière, je reprends mon laser, mais cette fois-ci, mon faisceau laser est toujours dirigé vers la droite, mais moi je recule. Je recule avec une vitesse égale à 1 mètre par seconde. De nouveau, on serait tenté de dire, pour un observateur extérieur, que la vitesse de la lumière, cette fois-ci, est de c moins 1 mètre par seconde. Eh bien, Einstein dit c'est faux. La vitesse de la lumière ne changera jamais. Vous aurez toujours la vitesse c. Donc voilà, en fait, quelle est l'essence de ce postulat. Et toute sa théorie va en découler. Alors, je vous donne tout de suite, en fait, le contenu qui nous intéresse. Imaginons, je vais prendre un objet qui a une masse m et qui avance dans l'espace avec une vitesse v. Je prends un objet qui est libre, donc j'insiste, aucune interaction avec son environnement. Einstein dit j'ai besoin de quelques paramètres supplémentaires. Un paramètre qui va souvent arriver dans sa théorie, c'est le rapport entre la vitesse de l'objet et la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est le paramètre bêta. Et un autre paramètre qui intervient très souvent, c'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré, que je peux encore écrire 1 sur
racine de 1 moins bêta k. D'autre part, Einstein dit la quantité de mouvement, qui était normalement définie comme étant le produit de la masse par la vitesse. Il dit ce n'est pas correct. En fait, il faut corriger ceci et il faut multiplier en fait la quantité de mouvement que donnait la mécanique classique par le facteur gamma. Eh bien, avec tout ceci, Einstein arrive, je vous demanderai de l'accepter, je ne vais pas prouver ceci, c'est que l'énergie totale au carré de cet objet est donnée par mc carré au carré plus pc au carré. Ou encore, si vous reprenez donc les définitions des paramètres tels que je les ai donnés, notamment pour la quantité de mouvement, vous voyez en fait que vous pouvez réécrire ça sous la forme E est égal à mc carré multiplié par gamma. Laissez une petite place parce que je vais compléter ceci par la suite. Bien, regardons tout de suite les conséquences de cette équation d'Einstein. Première conséquence. Prenez un objet au repos. Donc je prends V est égal à 0. Si V est égal à 0, bêta est égal à 0 et gamma est strictement égal à 1. Puisque la vitesse est égale à 0, ça veut dire en fait que je n'ai pas de quantité de mouvement. Et comme gamma est égal à 1, vous voyez que E est égal à mc carré. Qu'est-ce que c'est que ceci? Souvenez-vous, nous avons pris un objet qui est libre, qui n'a pas d'interaction, donc il ne peut pas avoir d'énergie potentielle. Il est au repos, donc il n'a pas d'énergie cinétique. C'est-à-dire que pour la mécanique classique, en fait, cet objet n'a pas d'énergie. Or, Einstein dit ce n'est pas vrai, il a déjà une énergie qui est simplement liée au fait qu'il est une masse. C'est ce qu'on appelle l'énergie de masse. Ou encore l'énergie au repos. Conséquence de ceci, c'est que sous certaines conditions, ce n'est pas automatique, mais que je pourrais convertir de l'énergie pour en faire de la masse, ou réciproquement, de nouveau, sur certaines conditions bien strictes, je pourrais transformer de la masse en une autre forme d'énergie, en énergie cinétique, par exemple. Ça veut dire en fait que maintenant, si je réécris l'énergie de l'objet, le E ici c'était l'énergie totale de l'objet, je peux décomposer ceci en disant que c'est son énergie de masse, qui n'existait pas en mécanique classique, c'est tout nouveau, et le reste bien sûr, puisque l'objet bouge, c'est de l'énergie cinétique. Donc voilà la véritable définition finalement de l'énergie cinétique, c'est l'énergie totale de l'objet moins son énergie au repos. Deuxième conséquence de ceci. Prenons maintenant au contraire la vitesse de l'objet qui approche de celle de la vitesse de la lumière. Ça veut dire en fait que bêta tend vers 1, et regardez la définition de gamma, ça veut dire que gamma tend vers l'infini. Or, nous avons que E est égal à mc carré multiplié par gamma. Alors de deux choses l'une, ou bien m est différent de 0, j'ai affaire à un objet massif, et vous voyez que si l'objet est massif, il est hors de question que sa vitesse soit égale à la vitesse de la lumière. Vous pouvez vous approcher de la vitesse de la lumière, mais l'énergie que vous devrez donner à cet objet pour arriver à cette vitesse-là
va devenir phénoménal. Vous le verrez dans un graphique que je vous montrerai après. Mais arriver en tout cas à la vitesse de la lumière, ce n'est pas possible. Donc V ne peut jamais, donc si c'était le cas, E tendrait vers l'infini, c'est impossible. Il reste une possibilité, c'est que la masse soit nulle. Si la masse est nulle, ici je peux avoir l'énergie est égale à 0 fois l'infini, c'est indéterminé, donc ceci n'est pas exclu. Regardez l'équation d'Einstein de nouveau, qui disait que E carré est égal à mc carré au carré plus pc au carré. Ça veut dire que dans ce cas-ci, évidemment, le premier terme disparaît, donc vous avez que E est égal à P fois C. Et c'est notamment le cas du photon. Si on prend le photon, donc la particule associée à l'onde électromagnétique, la particule de lumière, entre autres, le photon a une masse qui est égale à 0. Mais son énergie est égale à h nu. Et donc, du même coup, puisque j'ai que E est égal à Pc, je peux calculer maintenant quelle est la quantité de mouvement du photon. La quantité de mouvement du photon est égale à E sur C, c'est-à-dire h nu sur C, ou encore h sur lambda. Troisième point que je voulais voir, troisième cas particulier, je reprends le fait que E est égal à mc carré gamma, et je voudrais voir ce qui se passe maintenant si la vitesse de l'objet est nettement plus petite que la vitesse de la lumière. Donc j'ai que le rapport, donc bêta, V sur C, beaucoup plus petit que 1. Si je reprends la définition de gamma, gamma c'était 1 sur racine de 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Je vais modifier ça deux fois. Je vais utiliser le fait que j'utilise d'abord le fait que racine de 1 moins x, si x est beaucoup plus petit que 1, ceci est pratiquement identique à 1 moins x sur 2. Donc je peux réécrire ça sous la forme 1 divisé par 1 moins v carré sur 2c carré. Et maintenant j'utilise le fait que si j'ai 1 divisé par 1 moins x, toujours dans l'hypothèse où x est beaucoup plus petit que 1, ceci est pratiquement identique à 1 plus x. Donc ceci va devenir 1 plus v carré sur 2c carré. Et si je reprends maintenant la formule de l'énergie, puisque E est égal à mc carré fois gamma, j'ai mc carré fois tout ceci, c'est-à-dire mc carré plus mv carré sur 2. Or, souvenez-vous, ce que disait la relativité, c'est que mc carré fois gamma, c'est quoi? C'est mc carré plus l'énergie cinétique. Et vous retrouvez effectivement que l'énergie cinétique est égale à mv carré sur 2. Mais souvenez-vous, ceci est correct parce que bêta est beaucoup plus petit que 1. Sinon, c'est archi faux. Maintenant, il est temps justement de vous présenter le graphique dont je parlais. Voilà, dans ce graphique ici, je prends le rapport entre la vitesse de l'objet et la vitesse de la lumière. Avec ici la frontière, donc la vitesse de la lumière se trouve ici. En ordonnée, je mets l'énergie totale.
De nouveau, si je faisais de la mécanique classique, la mécanique classique pour une particule libre disait que l'énergie totale, ce n'était que l'énergie cinétique. Donc ici, pour pouvoir comparer la mécanique classique et la mécanique relativiste, pour la mécanique classique, j'ai ajouté à la main le terme mc carré. Alors regardez, en fait, vous voyez qu'ici j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, c'est sous-entendu multiplié à chaque fois par mc carré. Donc c'est en unité de mc carré. Donc si l'objet est au repos, bien sûr, je pars de 1. Je n'ai que mc carré. Et puis, je regarde en fait ce qui se passe en mécanique classique. En mécanique classique, vous avez la courbe en bleu. Donc vous voyez que j'ai mc carré, que j'ai ajouté à la main, plus le terme que l'on connaissait bien, l'énergie cinétique, qui était mv carré sur 2. Primo, vous voyez que la mécanique classique ne donne aucune frontière à la vitesse. Vous voyez en fait ici, donc j'ai un mouvement qui est parabolique, j'ai une dépendance en v carré, mais qui est sans fin. Vous pouvez donner à l'objet une vitesse qui serait 100 fois, 1 million fois la vitesse de la lumière. Il n'y a aucune frontière. Et en plus, l'envoyer même à la vitesse de la lumière, ça ne coûte pas très cher par rapport à l'énergie de masse. Mais ceci est faux. Regardez ce que dit l'équation d'Einstein, c'est la courbe en rouge. Donc vous voyez que tant que la vitesse de l'objet est petite par rapport à la vitesse de la lumière, donc ici à l'œil on dirait jusque 0,3, je ne vois pratiquement aucune différence entre la mécanique relativiste et la mécanique classique. Mais si la vitesse continue à augmenter, vous voyez que je ne suis plus du tout l'allure de la mécanique classique. Voilà en fait comment évolue l'énergie. Et vous voyez que s'approcher de la vitesse de la lumière, ça va coûter de plus en plus cher. Et de toute façon, si la particule a une masse, il sera impossible d'arriver à la vitesse de la lumière. Bien, nous allons faire un petit calcul. Imaginez, je vais prendre une masse de 1 kg qui au départ était au repos et je voudrais l'amener à une vitesse égale à 90% de la vitesse de la lumière. Et je demande en fait combien ça va me coûter, quelle sera l'énergie à dépenser pour amener ce kilo à 90% de la vitesse de la lumière. Alors si vous faites le calcul, mc carré, vous obtenez 9, 10 exposant 16 joules. Ça ne vous dit rien, moi non plus. Bien, de toute façon, c'est pas ça que je cherche. Je cherche quelle sera l'énergie cinétique, puisque l'énergie cinétique qu'aura l'objet quand vous aurez fait cette transformation de vitesse, c'est le prix que vous devrez payer, c'est l'effort que vous devrez fournir. Donc cette énergie cinétique, c'est quoi? C'est mc carré multiplié par gamma moins l'énergie de masse, moins mc carré. Bien, vous avez tous les ingrédients pour faire le calcul. Vous allez trouver ici 1,16 10 exposant 17 joules. Bon, ceci vous paraît tout à fait abstrait, ce qui fait que je vais le présenter autrement. Ceci, vous souvenez-vous, c'est le produit, puisque c'est une énergie, c'est le produit d'une puissance fois un temps. Donc, je peux entre autres dire que c'est 1 gigawatt multiplié par, faites le calcul, 3,7 années. Ça veut dire en fait que pour amener ce kilo à 90% de la vitesse de la lumière, vous avez besoin de la puissance d'une centrale nucléaire qui ne travaille que pour faire ça pendant 3,7 années. Vous imaginez en fait l'énergie à dépenser. Et ceci pour 1 kilo. Donc je ne vous dis pas quand on voit des films de science-fiction, on voit des vaisseaux spatiaux
qui voyage presque à la vitesse de la lumière. Et un vaisseau spatial, c'est pas 1 kilo. Là, on sera en centaines de tonnes. Donc, vous imaginez en fait qu'on est très, très loin du compte. C'est pas demain qu'on sortira de notre système planétaire. Autre chose d'intéressant à propos de cette relativité, c'est notre vision finalement de l'atome ou de tout système lié. Prenons l'exemple le plus simple qui soit, qui est l'atome d'hydrogène. Comment est-ce qu'on voyait l'atome d'hydrogène, qui est constitué, je vous rappelle, simplement du proton, et autour, nous avons un électron. De manière classique, en fait, on avait d'une part la masse de l'atome d'hydrogène, c'était quoi? C'était la masse du proton plus la masse de l'électron. C'est-à-dire, si vous voulez chiffrer, 1,67 10-27 kg plus 9,1 10-31 kg. Et tout à fait indépendamment de ceci, on avait l'énergie de liaison de l'électron, qui est un mélange, évidemment, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Et si on fait le calcul, on trouve que ceci est égal à moins 13,6 électronvolts. Donc voilà la vision classique. Que dit maintenant la relativité? Eh bien, plutôt que de regarder la masse, je vais prendre tout de suite l'énergie de masse. Donc l'énergie de masse de l'atome d'hydrogène, c'est la masse elle-même multipliée par c carré. Or, qu'est-ce que j'ai comme énergie dans l'atome d'hydrogène? J'ai d'une part l'énergie de masse du proton, mp multiplié par c carré, plus l'énergie de masse de l'électron. Et qu'est-ce que j'ai encore comme autre énergie? C'est l'énergie de liaison, qui est négative. Ici, si vous voulez, EL, je l'ai mis comme étant une quantité positive. Donc, en gros, ici, j'ai moins 13,6 électronvolts. Voilà. Donc, je vais mettre, si vous voulez, énergie de liaison en valeur absolue. Donc, oui, et donc, si je voulais chiffrer tout ceci, j'aurais 938,27 millions d'électronvolts plus 0,511 millions d'électronvolts moins 13,6 électronvolts. Et donc, vous voyez en fait que la masse de l'atome d'hydrogène est plus petite que la masse du proton plus la masse de l'électron. Si je transpose ça à d'autres situations, vous voyez en fait que le principe de Lavoisier qui disait « rien ne se perd, rien ne se crée », c'est pratiquement correct, mais c'est conceptuellement faux. En effet, si vous prenez une mole d'hydrogène plus une mole de chlore, et avec ça vous allez faire 2 moles d'acide chlorhydrique, il est clair que si vous prenez une balance, vous allez trouver que vous avez la même masse avant et après la réaction chimique. Mais c'est parce que votre balance manque de précision. Si on avait une balance avec une dizaine de décimales exactes, vous verriez en fait que les 2 moles d'acide chlorhydrique sont moins lourdes que la mole d'hydrogène plus la mole de chlore. Mais quand il s'agit de liaison chimique, évidemment, le changement de masse est très très léger, pratiquement imperceptible, ce qui ne sera plus du tout le cas en physique nucléaire. Bien, ceci clôture ce que je voulais dire sur la relativité restreinte.